Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est un peu différente des autres vidéos de la chaîne parce que l'heure est grave. Il faut qu'on sauve nos dimanches. En vérité, j'ai envie de vous dire que j'aimerais qu'on sauve nos dimanches et qu'on ait des mercredis, des... Je viens de lancer une cagnotte en ligne qui s'appelle Financer un an de vidéos de Music Feelings. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer le comment, le pourquoi. Même si j'imagine que si vous me suivez par exemple sur Instagram, vous savez que c'est devenu particulièrement difficile pour moi de poster des vidéos sur la plateforme parce que je suis tout le temps démonétisé, désponsorisé, bloqué. Je pense que la plateforme s'adapte de moins en moins à mon contenu et je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que dans une envie d'évoluer et d'avoir une chose dont j'ai souvent parlé sur cette chaîne, à savoir la liberté de regard, de point de vue, je pense sincèrement que les personnes les plus à même de comprendre et de soutenir nos ambitions communes, c'est-à-dire que nos dimanches et plus encore, en fait c'est vous. C'est pour ça que je vous propose en réalité d'être les co-sponsors de Music Feelings. J'ai fixé la cagnotte à 30 000 euros. Je me suis dit que si 3 000 personnes participent à environ 10 euros, en fait c'est vite bouclé. Même si je sais que justement, et ça c'est le troisième point, nous sommes dans la France de Macron et c'est difficile pour tout le monde, mais il faut que vous compreniez, et je vais vous expliquer encore plus dans cette vidéo que non seulement c'est difficile pour moi, mais c'est difficile parce que je ne suis plus seul en fait. J'ai des personnes qui travaillent avec moi, je dois les payer et je dois, pour pouvoir encore plus évoluer, avoir d'autres personnes qui travaillent avec moi. Et c'est pour ça que je vous propose de sauver les dimanches, mais qu'on ait des mercredis, qu'on ait des jeudis, qu'on ait des... Enfin, qu'on aille encore plus loin parce qu'on vient déjà de très loin. Et je pense, et j'ai l'ambition de vous expliciter ici, qu'on peut aller encore plus loin. Il ne tient qu'à vous, comme le disait Françoise Hardy. Et bien sûr, pour les personnes qui vont me dire tout de suite, oui, mais Stevie, why? Do it that way. Pour les personnes qui vont me demander, mais pourquoi Stevie, qu'est-ce qui se passe? C'est le moment pour vous, parce que nous avons un peu de temps tous les dimanches que je vous raconte notre histoire. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui je vais vous parler du documentaire dont tout le monde parle, Surviving R. Kelly. Le zizi est toujours qu'est-ce qui s'est passé avec Craig David? C'est à ça que je vais essayer de répondre aujourd'hui. Christina Miliana es una actriz y cantante que a éxito múltiplo éxito en la décade 2000. Si les Energy Music Awards sont une arnaque, ou alors s'ils sont une putain d'arnaque. Bonjour tout le monde et bienvenue au sein de sa vie. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui pourraient faire ce que Shakira et Jennifer Lopez ont fait? Stevie Colombo. Tu mets ça comme ça, tu mets du scotch dessus. Oui, Stevie de Music Feelings a dit, est-ce que c'est une fin de règne? Est-ce que c'est véritablement une renaissance? Parce qu'on parle ici, mesdames et messieurs, de Marvin Gaye. Beaucoup d'entre elles préféreraient quand même que vous soyez en vie, que vous ayez des petits métiers, même si on n'est pas super riche. Tout part d'une phrase qui a été mal comprise, ou alors un poil trop bien comprise. L'enfant du destin. On finit toujours par trouver la vérité, il y a toujours quelqu'un qui la raconte. Et dans l'affaire Epstein, cette personne est morte. Il était une fois, nos fameuses messes du dimanche commencent toujours comme ça, et je dois vous dire qu'à la base, je ne voulais pas. Ça fait des années d'ailleurs que je ne parlais plus du Tipeee parce que je ne voulais pas faire cette vidéo. Je me suis toujours dit, bon, on va trouver un espèce de système D, sauf que si vous me suivez sur Instagram, ce n'est pas non plus une surprise. C'est-à-dire que ça fait de nombreuses semaines que je me bats avec YouTube, que je me plains de YouTube, que je m'énerve, et que c'est devenu même hyper anxiogène pour moi de poster une vidéo parce que je me retrouve soit démonétisé, soit supprimé, soit bloqué. C'est d'ailleurs une abonnée, je la remercie, qui m'a proposé cette idée de faire ce partenariat d'un an avec vous. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Et pour comprendre le pourquoi, parce qu'on est un dimanche et qu'on a l'habitude de parler ensemble, posez-vous et qu'on reparte au début, parce que vous savez qu'à la base, je suis journaliste, je suis un passionné de musique, j'ai commencé par Skyblog, ça fait des années et des années que je parle de R&B et ça commence à me faire peur parce que je me dis que le temps passe, mais vous savez que j'y suis. Et à la base, YouTube n'était pas du tout une scène évidente pour moi. Je déteste parler devant une caméra, je déteste entendre ma voix. Enfin, c'est très bizarre ce que je vous dis, mais c'est vrai. Monter les vidéos, je les ai quasiment toutes montées justement, sauf celles sur Epstein, parce que en général, et vous allez comprendre pourquoi on commente. On est depuis plusieurs années, 3 ans exactement, on est 3 à être sur Music Feelings. Giovanni est vraiment c'est mon binôme, c'est mon partenaire en mode, il est sur le montage, il est sur la réflexion des idées et vraiment je lui fais un gros big up parce que il a monté entièrement la vidéo sur Epstein. Je trouve que le montage de cette vidéo est exceptionnel, franchement bravo à lui. I got you, homie.
Alors pourquoi je parle de lui? Parce qu'il a été un des grands acteurs de cette chaîne YouTube. Au début, je ne voulais vraiment pas parler devant la caméra et c'est lui qui m'a dit, quand tu fais des lives, les gens ils sont super intéressés, ils écoutent pendant des heures parce que faut savoir aussi que j'ai commencé à parler devant la caméra pendant des lives qui duraient 10, 15 heures. Enfin, c'est très bizarre d'ailleurs que je ne sois pas sur Twitch. Moi, je faisais des lives, parler de musique pendant 10 heures de temps, je m'arrêtais pas. Les gens dormaient, ils me retrouvaient le matin en train de parler de musique. Et c'est lui qui m'a vraiment encouragé à créer cette chaîne YouTube. À l'époque, je commençais en tant que journaliste et tout. Faut vraiment comprendre que il y avait un aspect, il y a toujours d'ailleurs un aspect que j'assume toujours, militant sur Music Feelings. Il y a un aspect militant de R&B, militant de culture. Et aujourd'hui, effectivement, tout le monde est fan de R&B. C'est devenu super hype, tout le monde en parle et tout. Et je pense vraiment qu'en France, j'ai été un des acteurs qui a poussé à ce que ça le soit autant, en toute modestie. Mais il y a 10 ans, 5 ans, 6 ans, quand tu parlais de R&B, c'était ringard. Je me rappelle que il y a un DA que j'adore, vraiment une personne que je respecte énormément. Je vais dire qui il est, j'espère qu'il va en vouloir. C'est un des grands DA de Big Flo et Oli, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté dans ma vie. Et on a souvent des frictions, lui et moi. Une de nos grandes frictions a été l'ouverture de cette chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que j'avais posté une vidéo sur Craig David. Je sais pas si vous en souvenez, je crois que c'est la deuxième vidéo et c'est la première vidéo sur Music Feelings qui pète. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question que vous êtes déjà peut-être posée dans une conversation, dans la cour de récréation, je sais plus, à l'école, bref, avec vos amis, vos parents, vos tantes, bref, toute personne qui a connu la scène mainstream ou R&B dans les années 2000 s'est peut-être déjà posé cette question, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Craig David? C'est à ça que je vais essayer de répondre aujourd'hui. Elle commence à avoir un peu de vues, 20 000 vues. Et lui, il m'avait dit, mais pourquoi? Il est vraiment énervé, mais pas énervé de façon prétentieuse. Énervé comme un ami qui connaît tes capacités et qui en fait se dit que tu as pris la mauvaise voie. Et il me dit, mais pourquoi tu vas parler de vieux R&B en France? Tout le monde s'en fout. Tu peux faire des vidéos sur Aya Nakamura, tu peux faire des vidéos sur Damso. Tu es capable de faire tout ça, mais pourquoi est-ce que tu vas parler de ce vieux R&B machin? Et en fait, il est énervé contre moi. Et du coup, on a une petite friction à l'époque. Mais je vais tenir cette ligne-là. Et je tiens cette ligne-là parce que j'aime ce que je fais. Et je n'y crois pas tant que ça en termes de vues. Parce que les vues, le fait que vous soyez là m'a totalement surpris. Mais j'y crois en termes de ce que je défends, de ce que j'aime. Et que vous allez retrouver dans les vidéos avec un parti pris. Et ce parti pris, c'est les extraits musicaux. Alors aujourd'hui, plein de gens ont pris le concept et tout, mais je sais pas si vous comprenez à quel point c'est important pour moi de vous mettre ces extraits musicaux. J'espère que vous l'avez compris avec toutes ces années, parce qu'ils me coûtent cher. Pour moi, c'est très important, surtout pour les francophones, quand je parle de R&B, d'insérer plein d'extraits pour que les gens comprennent en fait toutes les nuances, expliquer que ça c'est pop, ça c'est plus R&B, ça c'est plus nuancé, elle a une voix plus grave, là elle pose comme ça, ses riffs sont posés ici là, elle décortique ses runs comme ça. Pour moi, tu peux pas écouter le R&B sans comprendre ça. Et c'était une manière de transmettre ça. Et donc pour pouvoir transmettre ça, il fallait effectivement que vous écoutiez la musique. Et à l'époque, je travaillais, donc du coup j'allais à la télé et souvent j'avais même 2 jobs. J'étais à la télé le matin, j'avais un second job le soir, je rentrais chez moi, j'étais épuisé de fou. Et après, Giovanni m'appelait, il me disait la vidéo du dimanche, même si c'était 2h du matin, je me rappelle encore de la vidéo sur Ashanti, parce que la vidéo sur Ashanti, elle a été tournée vers 2h30. J'étais rentré chez moi à 1h45, je me rappelle très bien de ce truc. Et Giovanni m'a dit, il faut que la vidéo sorte dimanche. On était un jeudi, je lui ai dit, ok. J'ai rien regardé, parce que les vidéos, les histoires, je les connais par cœur. Donc, j'ai commencé, et les runs, et Only You. Et la vidéo est sortie, elle a été bien accueillie. Mais le point de ces vidéos, le parti pris de ces vidéos, c'est vraiment les extraits musicaux. Le fait de vous partager ça et que vous entendiez à chaque fois ce qui se passe. Sauf que, quand j'ai commencé à le faire, je me suis rendu compte que les vidéos étaient très souvent démonétisées. Et elles étaient démonétisées parce que parfois les extraits étaient trop longs, parce que parfois il y avait une interview, mais j'aime prouver mes propos, en fait. Ça, c'est quelque chose qui me vient du journalisme. Quand je dis quelque chose en général, vous trouvez toujours une interview qui montre ce que j'ai dit. Et parfois, je n'ai pas les droits sur l'interview, mais je me dis que, mais si je ne montre pas ce que j'ai dit, est-ce que les gens vont tout comprendre? Donc, ce sont des comment dire ça, des schémas mentaux que j'ai qui me sont ancrés et que je me suis imposé sur la chaîne YouTube. Problème de ces schémas mentaux et de ces partis pris idéologiques sur la musique, c'est qu'effectivement, ça m'a valu de très souvent être démonétisé. Après, nous sommes passés par plein d'étapes. Vous vous rappelez peut-être pendant le confinement, ma caméra s'était cassée. On pouvait pas sortir pour acheter une caméra. Donc, du coup, j'ai tourné certaines vidéos avec un écran cassé dessus. Toc, 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 j'espère que vous allez bien. La vidéo que vous apprêtez à voir. C'est toujours incroyable pour moi et on a réussi quand même à améliorer progressivement la qualité de ces vidéos. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que je vais retourner 2 des vidéos qui ont été tournées avec la caméra cassée là, parce que je trouve que certains des sujets étaient importants et que ça passe un peu à la trappe comme ça. Mais en tout cas, vous m'avez suivi sur tout ça et j'ai eu la chance effectivement de tomber sur 2 personnes vraiment investies. C'est-à-dire que quasiment tous les dimanches, on essaie de vous livrer une vidéo de 50 minutes, de 40 minutes et j'avais trouvé une sorte de système. Des fois, on mettait des extraits un peu moins longs. Des fois, j'essaie
et peut-être que certains vont comprendre, d'accélérer les extraits d'interview, parce qu'en fait, quand j'accélérais, ça truquait le robot. Et certains d'entre vous se plaignaient dans les commentaires. Vous disiez, oui, mais pourquoi est-ce que tu accélères l'extrait d'interview? C'est parce que j'essayais de faire passer l'interview. Ce n'est pas moi qui ai tourné l'interview. Donc du coup, c'est par tous ces schémas que j'essayais de passer pour vous proposer du contenu et d'avoir parfois des sponsors, ce qui me permettait de trouver un système où effectivement la chaîne est rentable et effectivement les personnes avec lesquelles je travaille peuvent aussi et d'ailleurs c'est un plaisir pour moi de se dire qu'elles vivent de Music Feelings ou alors avec Music Feelings. Et du coup là vous vous dites certainement, mais Stevie, qu'est-ce qui a changé? C'est quoi l'intrigue? Vers où on va? Pourquoi nous devions devenir les co-sponsors de la chaîne? Bah la première chose c'est déjà que, et je vous en suis gré, c'est vous les personnes qui la connaissez le mieux, c'est vous qui la regardez, c'est vous qui êtes là tous les dimanches. Donc du coup les personnes qui comprenaient ou alors qui assumaient la valeur de mon travail ou de notre travail, c'est vous. Donc c'est pour ça déjà que je pense que vous êtes les mieux à même de comprendre ou alors de vibrer par rapport à l'étendue du travail qu'on fournit et qu'on voudrait fournir en plus. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que le système de YouTube est basé sur la publicité. 51% pour YouTube, je crois, 49% pour le créateur, ou l'inverse, je sais plus exactement. En tout cas, c'est ça. Les publicités sont censées être divisées entre moi et la plateforme. La problématique très forte qu'on retrouve sur les vidéos musicales, ou en tout cas que moi je retrouve, et que je n'avais pas perçu au début, c'est que, quand j'ai trouvé mon système, je vous ai dit, bon, j'ai même enlevé le lien de GTP en me disant, bon, on va essayer de s'en sortir. Mais je n'avais pas prévu une chose toute bête. Devinez ce que je n'avais pas prévu. On peut quand même deviner ce que je n'avais pas prévu. Oui, l'intelligence artificielle. Oh merde! Oh, c'est con ça! Regardez, les vidéos sur Brandy, Scott Storch, Pussycat Dolls, il y en a plein que vous avez vu qui ne sont pas monétisés. Et souvent, il faut faire très attention sur un point précis. Vous pouvez regarder une vidéo de moi où je vous dis qu'elle n'est pas monétisée et vous avez une pub dedans. S'il y a une pub dedans, ça veut dire que les revenus, par exemple pour Césaria Evora, les revenus vont à Césaria Evora ou à ses ayants droit. Et j'ai dû faire face à ça, par exemple sur la vidéo sur Missy Elliott qui était en 2 parties. La vidéo sur Missy Elliott avait toute une première partie et prenons l'exemple de cette vidéo où j'ai essayé de vous expliquer tous les riffs de Missy Elliott, comment elle pose, j'ai essayé de vous décortiquer Missy Elliott pour vous la montrer. Et j'avais fait un truc de 2 heures, une première heure, une deuxième heure. J'ai pas posté la deuxième heure tout simplement parce que j'étais saoulé dans le fait que quand j'ai posté la première heure, YouTube, j'ai dû me battre avec eux parce qu'ils voulaient remettre les revenus à Missy Elliott. Ça veut dire que quand vous avez regardé la vidéo et que vous avez apprécié, vous avez dansé et tout, et qu'on était là ensemble et tout, en fait, à la fin, on m'a dit, vu qu'il y avait des extraits de Missy Elliott, on va remettre l'argent de la vidéo à Missy Elliott. Finalement, en contestant et en coupant plusieurs parties, j'ai réussi à récupérer une partie des revenus. Mais c'est avec l'intelligence artificielle que j'ai compris que la plateforme est de plus en plus difficile. C'est-à-dire que quasiment la moitié des vidéos musicales que j'ai proposées en 2025 ont été démonétisées par YouTube. Et je pense que je finis par payer les nombreux signalements que j'ai eu avant, parce que même les vidéos qui n'ont rien à voir avec la musique commence à être soit bloqué, soit démonétisé. La vidéo sur les révélations des chanteuses des clips de rap, vous pouvez regarder, est démonétisée. La vidéo sur iShowSpeed, qui pour moi n'avait absolument rien d'extraordinaire, en fait, a été démonétisée parce que j'ai utilisé le terme blédard. Et regardez j'ai fait la réclamation à YouTube et ils m'ont dit entre 28.11 et 28.12, tu as utilisé un mot qui ne devrait pas être sur la plateforme. Quand on repart sur la vidéo entre 28.11 et 28.12, tout ce que je dis, c'est que blédard est utilisé pour pouvoir manquer de respect aux personnes africaines qui sont nées en Afrique. Je ne dis rien d'exceptionnel. Pour ça, la vidéo est démonétisée. Et différent des Afro-Américains, pourquoi? Parce que eux, ils connaissent. C'est-à-dire que souvent, et c'est ça le paradoxe de ce problème franco-africain, c'est que leur père ou leur mère sont directement d'Afrique. Démonétisation, en vérité, vous pourriez vous dire, oh, on parle beaucoup d'argent et tout, mais elle crée un triple système parce qu'elle devient totalement stupide et elle devient totalement stupide pour un créateur de contenu. YouTube étant une plateforme qui a besoin de se faire de l'argent, ils ont besoin que les vidéos, même s'ils vont pas le dire comme ça, soient rentables. Donc, si ta vidéo est démonétisée, qu'est-ce qui se passe? À la fois, tu vas perdre de l'argent parce que, en fait, tu as travaillé pour rien. Mais à la fois, YouTube va la montrer à moins de gens, vu qu'il y a d'autres vidéos monétisées sur la plateforme qui peuvent facilement leur apporter de l'argent. Donc, tu perds à tous les niveaux. Tu perds aussi bien sur la visibilité que sur la rentabilité du contenu que tu as produit. Par exemple, la vidéo sur Brandy, qui est une des vidéos dont vous me parlez le plus, la longue vidéo, a été pavée d'extraits. L'un des premiers trucs pour lesquels Brandy est reconnu dans le R&B, ce sont les layers et plus ou moins les ghost vocals.
Alors, petite anecdote d'ailleurs autour de cette vidéo, elle a pas de script, elle a aucun script. L'histoire du couloir qui qui inspire toute la vidéo vient du fait que je me suis posé comme ça et j'ai commencé à parler. Et les enfants de mon voisin ont commencé à bavarder de fou dans le couloir. Histoire vraie. Certains vont se dire, oui, mais Stevie, tu fais ça pour la culture, vraiment la culture et tout. Et effectivement, je fais ça pour la culture et c'est pour ça que je vous propose qu'on fasse ça ensemble pour la culture. Je ne vais pas toujours dire que c'est Stevie qui doit tout faire pour la culture. C'était le dos de Stevie pour la culture et moi, je reste comme ça là et voilà, non. C'est pour ça que je te propose effectivement qu'on le fasse ensemble pour la culture. Parce que j'ai plaisir et je le dis, je le redirai à faire ça. C'est-à-dire que la vidéo sur Brandy est une des vidéos dont vous me parlez le plus. Et quand je l'ai faite, elle est sortie. Vous vous rappelez, cette vidéo, il y a plein d'extraits. Et je savais, en sortant cette vidéo d'1 heure, que je ne gagnerais pas 1 centime dessus. Et je n'ai jamais gagné 1 centime dessus. Mais j'ai aussi compris avec le temps que YouTube a changé. Quand elle est sortie et que elle faisait 500 000 vues, je crois, avec le temps, il y avait encore une sorte d'émulation autour du spectre culturel sur YouTube. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, en tout cas pour moi, en tant que créateur de contenu culturel, de sortir une vidéo et de me dire que, je ne vais pas la rentabiliser parce que c'est à la fois perdre sur la visibilité et c'est à la fois perdre sur la rentabilité. Donc forcément, au bout d'un moment, en tirant sur la corde, je ne pourrai pas produire de vidéos. Vous allez me dire, mais Stevie, les sponsors. Et c'est la partie ouin-ouin de la vidéo. Parce que les sponsors étaient censés effectivement être le palliatif. Mais vous avez dû voir que progressivement, j'ai parfois fait le choix aussi et parfois n'ai pas été entendu sur le fait de ne pas collaborer avec beaucoup de marques. C'est un choix que j'aimerais expliquer de façon plus longue. Mais je pense que c'est les personnes qui ont vu ma vidéo sur Donald Trump et sur ma vision de ce qu'est la vie et de ce que sont les choix du regard comprennent pourquoi j'ai ce souci-là et pourquoi d'ailleurs souvent je suis vu même par des agences en me disant oui mais Stevie ton contenu tu prends position et tout. Bon. Donc oui, je prends position et j'assume de faire prendre position, ça peut faire peur à certaines marques et d'autres marques aussi qui sont les marques qui travaillent avec tout le monde. Parfois, il faut aussi qu'on soit honnête avec mon public, ne rencontre pas totalement ce que elles veulent. C'est compliqué de vous expliquer ça sans tomber dans le ouin-ouin. T'as envie de chialer? Bah chiale. Mais peut-être que je suis déjà tellement ouin-ouin dans cette vidéo que bon, je veux continuer. Je vous explique. Je suis un créateur de contenu noir en France. J'écoute. Quand je dis que je suis un créateur de contenu noir en France, ne vous dites pas que je dis ça pour le ouin-ouin. Mais en fait, ça compte. Et souvent, les gens de Twitter, ils comprennent pas pourquoi ça compte. Parce que souvent, ils sont sur Twitter en train de rigoler. Ils se moquent des créateurs de contenu qui ont des problèmes, des créateurs de contenu noirs qui ont des problèmes. Et ils se foutent de leur gueule de fou. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est pas les créateurs de contenu noirs le problème. C'est la perception sociétale qu'on a des minorités le problème. Je vais vous raconter une anecdote. Ceux qui n'ont pas participé, allez participer sur le lien. On peut se raconter des anecdotes. Vous voyez que c'est pas une vidéo normale. Participez au truc et je vous raconte des histoires. Il y a une marque, mais c'est vraiment une histoire vraie qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. C'était en 2022. Et il y a une marque de streaming qui me contacte pour je crois que c'est une agence qui me contacte pour une marque de streaming. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent mon profil à une marque de streaming. Ils me disent que ce serait OK. Moi, je leur dis OK, il y a pas de souci. En plus, j'étais content. Je me dis, oh, marque de streaming et tout, c'est bien, c'est plutôt cool. Et cette marque de streaming, donc, du coup, finit par leur répondre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agence m'a contacté. Et après, ils ont contacté ils ont proposé mon profil à la marque de streaming. Et la meuf qui me contacte dans l'agence est fan de musique film. Donc du coup, elle se dit parfait match. Finalement, donc du coup, la marque de streaming refuse. Marque de streaming que vous connaissez tous très bien. Et ce n'est pas Spotify, je vous précise pour qu'il n'y ait pas de débat. C'est pas Spotify du tout. Finalement, la marque de streaming refuse de travailler avec moi. Ce qui est leur droit le plus absolu. En fait, il faut bien que vous compreniez, c'est pas une vidéo ouin-ouin. Donc je ne dis pas qu'il faut travailler avec moi. Moi, j'entends. C'est pour ça que je viens vers les abonnés en vous disant que c'est mieux que vous soyez mes sponsors. Mais je vous explique pourquoi. La fille me rappelle, peut-être 2 semaines après moi, en fait, elle m'a dit non, il y a pas de souci. Elle me rappelle, elle me dit, mais vraiment, ça me saoule. Ils ont pris un petit créateur de contenu, il a même pas 20 000 abonnés et tout. Et elle me dit, mais tu sais pourquoi? J'ai dit non. Elle me dit, ce qui m'a le plus choqué, c'est le fait qu'on me fasse comprendre que c'est parce qu'on pense que tes abonnés sont des Noirs et des Arabes et que comme tes abonnés sont plutôt des Renois et des Arabes, en fait, ils ont moins de pouvoir d'achat que les abonnés de telle personne ce mec avait peut-être 35 000 abonnés, moi j'en avais peut-être 200 000. Et que lui, il a forcément des abonnés de l'autre communauté. Donc en fait, ils sont partis du prisme et c'est là où en fait, elle m'a réveillé, cette fille, dans cet appel téléphonique, parce qu'elle m'a dit, ils sont partis du prisme que tu parles de musique noire, tu es noir, forcément les gens qui te regardent sont des Noirs et des Arabes. Pour eux, le pouvoir d'achat, l'audience qualitative est nulle.
Et là, certainement, les personnes blanches qui regardent cette vidéo et qui sont en train de participer. Non, mais les personnes blanches je suis sérieux, les personnes blanches qui regardent cette vidéo peuvent se dire, mais en fait, est-ce qu'on ne m'a pas vu, je suis là et tout. Est-ce que tu m'aperçois? Parce que c'est un prisme sociétal. Et cette conversation que j'ai eue avec elle était très bien pour moi parce que j'ai fait marketing. Mais quand je l'ai écouté parler, je me suis dit, ah, même sur un service de streaming. Parce que le regard, c'est que c'est un créateur de contenu noir. En plus, moi, je parle principalement de R&B, de hip-hop, un peu de pop. Et je parle principalement, mais je ne parle pas que de ça, de R&B, de hip-hop. Donc ils se sont dit, c'est une audience noire et certainement rebeu. Cette audience-là est moins qualitative et moins rentable que les autres. Donc du coup, non. Sauf que, et c'est ce que je lui ai demandé, sur un service de streaming, c'est quand même un peu dur. Vu que je leur parle de ça, ils vont souscrire et sur le coup, elle m'a dit, ce n'est pas passé. Ils ont préféré un créateur de contenu qui avait environ 35 000 abonnés à l'époque parce que lui, il avait une couleur de peau différente, même s'il avait 6 fois ou 8 fois moins de vues. D'ailleurs, j'ai vu un créateur de contenu sur TikTok récemment qui racontait que il était à un événement et on lui a directement dit que son audience était très afro. Les gars, j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo parce que je suis vraiment choqué. Je trouve à parler avec cette personne-là, ce créateur de contenu que vous connaissez tous. Moi, en fait, j'ai envie de prendre ses conseils sur les réseaux, etc. Vu que c'est un grand créateur de contenu, bah du coup, j'ai envie d'apprendre. Là, il me regarde et il me dit, franchement, toi, j'aime pas ton contenu. Je suis surpris, je me dis, ah ben pourquoi? Et là, il me dit, parce que c'est un peu problématique ce que tu fais. Dans ma tête, enfin, je bug parce que je me dis, contenu problématique. Enfin, au début, je me dis, il me confond avec quelqu'un d'autre parce que moi, mon contenu, il est pas du tout problématique. Je fais des vidéos dans ma chambre, je suis calme, je dérange personne. En fait, j'essaie de comprendre et là, il me dit, en fait, t'as pas la bonne audience. Ça serait mieux que tu fasses du contenu pour les blancs. Et franchement, à ce moment-là, j'espérais juste avoir mal entendu. Et à ce moment, en fait, ma gorge, elle devenait sèche, je savais. Et je sais pas s'il a inventé l'histoire ou pas. Moi, l'histoire que je racontais est vraiment vraie. J'ai cru voir après qu'il y avait une polémique sur ça. Mais le fond est vrai. Pourquoi? Parce que des fois, vous allez voir sur Twitter des débats à la con sur les créateurs de contenu noir sans comprendre que tu peux tout faire. Et j'en connais. C'est-à-dire que j'ai des conversations avec beaucoup de gens. Tu pourrais avoir 5 millions de personnes qui te regardent. Tu seras jamais jugé de la même façon. Pas parce que on est dans le ouin-ouin, mais parce que c'est pire, c'est qu'on imagine les personnes qui te voient. Non mais pour moi c'est une dinguerie et qu'on pense qu'elles sont qui elles sont, bah en fait elles vont moins rapporter que les autres. Bon après il faut aussi qu'on soit honnête. Vous aussi des fois, en tout cas mon audience à moi je dis pas noir ou blanc, mon audience à moi des fois vous aussi vous avez péché. C'est-à-dire que des fois je sais plus quel partenariat avec des montres que j'avais eu. Ça, c'est une anecdote drôle, d'ailleurs, celle-là. Et je crois que j'ai eu un partenariat. Et la même semaine, ils avaient fait un partenariat avec un autre youtubeur. Vous m'avez laissé tomber ce jour-là. Et je sais pas, moi, je savais pas qu'ils avaient fait le partenariat avec l'autre. Je savais même pas qui c'était à la base. Je vais pas dire son nom parce que, voilà, youtubeur qualitatif, il fait de très bonnes vidéos. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, lui, il a vendu, je sais pas combien, de 200 monstres. Et moi, j'en ai vendu 12. Donc, non mais après j'avais beaucoup aimé leur approche parce que c'est eux-mêmes qui m'ont recontacté pour m'expliquer et ils m'ont proposé, ils m'ont dit qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que tu penses qu'on pourrait... Là encore, j'ai essayé d'avoir un parti pris qui est militant, mais je pense que un jour il sera compris. Peut-être pas de mon époque, peut-être que vous n'allez pas le comprendre vous. Si vous n'êtes pas encore 3000 personnes à avoir participé à ce Tipeee-là, peut-être que vous n'allez pas le comprendre. Je vous explique comment ça fonctionne. Pour la plupart des youtubeurs à peu près de ma catégorie, culture ou ce genre de choses, ou encore youtubeurs un peu, voilà, vous avez compris, ils ont un budget. Et sur la fin de ce budget, ils se disent, bon, on va chercher des petites chaînes par-ci par-là, et on va jeter le reste du budget. Ta chaîne et tes abonnés ne sont pas spécialement leur cible première. Ce qui est logique. Mais du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est ce que je leur explique. Et je suis en débat avec 2 marques actuellement que je consomme personnellement sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que si tu viens une fois, tu dis, bon, en fait, pendant que je fais ma campagne de pub avec 10 chaînes YouTube, en fait, sur la 10e chaîne YouTube, là-bas, je donne un peu de budget à Music Feelings. Mais je n'y crois pas vraiment. Les abonnés de Music Feelings ont regardé la vidéo. Ils ont entendu parler du produit une fois, ils n'ont pas consommé, et tu dis, bon, ok, ils n'ont pas consommé, tant pis. Mais c'est aussi parce que, soyez honnêtes, vous n'avez pas de rapport avec cette marque-là. Il n'y a pas de lien précis que vous avez avec cette marque. Et c'est ce que je leur ai dit. Et c'est pour ça que je me suis tordu sur certains one-shot. Parce que le one-shot, c'est, je viens sur la chaîne, on fait une sponsor, on refait une autre sponsor dans un an, et à chaque fois, on sera déçu parce que peut-être les gens ont oublié. Alors que quand il y a une habitude, quand tu construis quelque chose avec les abonnés de Music Feelings en tant que marque, en fait, là, ils vont s'abonner, ils vont savoir que, Stevie consomme, là,
je peux consommer parce que Stevie consomme, mais pas parce qu'ils ont vu ça une fois dans une vidéo, alors qu'il y en a 48 par an. On fait une vidéo d'1 heure chaque dimanche. Donc, du coup, si on fait une vidéo d'1 heure chaque dimanche, les gens, ils ont le temps d'être à fond dans leur artiste préféré et d'oublier peut-être qu'ils ont entendu parler d'une seule fois d'un seul produit. Et donc, du coup, ce que j'essaie de proposer, c'est de proposer effectivement des partenariats sur le long terme. 5, 6, 7, voilà, en me disant que si on fait un partenariat sur le long terme, ben en fait là effectivement si j'aime le produit, mes abonnés vont savoir que c'est agréable pour ça. Sauf que c'est plus compliqué pour plusieurs marques de se dire qu'on va investir sur ce genre de chaîne culturelle sur le long terme parce qu'ils se disent les artistes ils connaissent pas. Enfin, ou alors, et ça c'est le débat que j'ai eu rien que la semaine dernière avec une dame très aimable et on est même encore en débat. Mais en fait, elle m'a directement dit, OK, on va essayer de réfléchir. Et son premier mail, c'était de me dire, donc du coup, je veux d'abord une vidéo sur Rihanna. Et je sais que là, certains d'entre vous vont dire, ah oui, elle a dit Rihanna. Oui, mais en fait, dès qu'elle a dit ça aussi, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que dès qu'elle m'a d'abord dit ça, j'ai compris qu'elle est en train de me dire que on va sélectionner que les artistes. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça pose un problème. Parce que ça va devenir quelque chose de très éditorial où ils vont se dire, on contrôle les sujets dont on parle. Or, aussi, ça peut être un palliatif temporaire. Faut bien vous rendre compte que ma chaîne YouTube n'est pas basée sur ça. Si j'avais voulu faire une chaîne YouTube où il y a que des vidéos super vues avec des artistes super connus, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais enchaîné les vidéos sur des artistes super connus. Or, en général, peut-être ça vous a déboussolé pour ceux qui m'ont découvert depuis très longtemps, vous avez souvent une vidéo sur un artiste connu et juste après, ou alors 2 vidéos après, des artistes beaucoup moins connus. J'ai toujours fait ça. Mais vraiment toujours. Giovanni peut vous le dire. Lui, ça l'a agacé. Mais j'ai toujours fait ça. Pourquoi? Parce que j'estimais que la visibilité que nous donne, par exemple, Beyoncé doit servir à d'autres artistes. La visibilité que donne, par exemple, la vidéo sur Joe qui vient de sortir. Je sais que Joe est pas un artiste super connu en France. C'est vraiment pour les puristes de R&B. Et d'ailleurs, franchement, c'est à vous de contribuer là tout de suite. C'est vraiment pour les puristes du R&B. J'adore Joe. Mais vraiment, je ne passe pas une semaine sans écouter Joe. Comme Jack Elledge et comme tant d'autres. Mais je sais que c'est pas quelque chose qui va me rapporter des vues. Ce qu'on a donc fait, ce que j'ai dit à Giovanni quand j'ai tourné la vidéo en février, on va sortir la vidéo sur Epstein qui va ramener un peu plus de monde. Parce que Epstein c'est le scandale et juste après on va mettre Joe pour que Joe bénéficie de la visibilité que va apporter Epstein. Et j'ai toujours fait ça, en fait. J'ai toujours essayé de pousser les petits artistes de telle sorte que les gros leur ramènent un peu de vues. Comme ça permet d'équilibrer la chaîne et ça reste, et le moteur premier reste quand même culturel et le fait qu'on se retrouve les dimanches, en fait, au-delà de la superstar. C'est pour ça que vous me connaissez et c'est quelque chose que je n'aimerais pas perdre, même si je ne suis pas le youtubeur le plus connu. Et c'est aussi pour ça que j'estime que si les marques ont du mal à comprendre ça, vous êtes les plus à même, je pense, à le comprendre et donc à participer cette fois-ci de façon sérieuse au Tipeee. Vous savez, je prends 2 secondes pour vous le dire. Les vidéos musicales, en vérité, j'adore les faire, mais elles ont une trame faite, en vérité, parce que il y a une chronologie de carrière. C'est-à-dire que en 2002, en 2003, donc il y a une chronologie de carrière dont la trame est faite. Pour des vidéos moins musicales, je travaille différemment. Les vidéos sur Didi, contrairement à ce que les gens peuvent vous dire, ça m'a demandé beaucoup plus de travail. Vu qu'il fallait lire 500 documents d'audience, c'est beaucoup plus de travail. La vidéo sur Epstein, je suis obligé de lire plein de centaines de documents pour pouvoir aller retranscrire, vous trouver la trame narrative qui va faire que j'entre dans la vidéo. Je prends une trame. À chaque fois, si vous regardez les vidéos, si vous vous en rappelez, on prend la trame de la royauté, le jeu d'échecs. C'est-à-dire que je prends des trames qui vont vous permettre de suivre la vidéo et d'avoir un fil narratif. Ça, si je fais une vidéo musicale, je n'ai pas besoin de ça. La vidéo, par exemple, sur Epstein est parcourue par la trame d'Agatha Christie, mais il fallait que je lise tous les documents et que je trouve la trame et que c'est un travail qui est totalement différent du travail de vidéo. Donc, du coup, ça peut être plus simple. Alors, j'adore le faire. Mais je tiens juste à préciser, ça ne me demande pas moins de travail que les vidéos musicales. C'est l'inverse. Beaucoup plus. Mais donc, du coup, hormis ce petit aparté, il y a un ground zero notamment sur Israël-Palestine qui m'a valu, je vais pas citer la marque, mais de retirer les sponsors de plusieurs vidéos. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on va pas retirer une, on va retirer, mais je ne pouvais pas savoir, d'ailleurs, que, déjà que cette vidéo sur Israël-Palestine n'était pas monétisée, elle a été refusée 12 fois par YouTube, ça veut dire que j'ai dû poster 12 versions, et au bout de la 12e version, j'ai abandonné, je me suis dit, bon, elle sort, mais en plus, elle m'a valu d'être blacklistée par une marque, donc, pareil que la vidéo sur Kanta, quand elle est sortie, tout allait bien. Elle était monétisée et sponsorisée par une marque, donc je me suis dit, on va rentabiliser le fait qu'on la tourne dans un studio. La problématique, c'est quoi? C'est que, dans cette vidéo, je crois qu'à un moment donné, on voit les tours jumelles, le World Trade Center. En fait, juste pour ce moment précis,
le fait qu'on ait vu le World Trade Center, la vision, les tours jumelles, YouTube a démonétisé la vidéo. Comme YouTube a démonétisé la vidéo a commencé à faire moins de vues. Je crois qu'elle avait fait un mauvais démarrage. Le sponsor s'est retiré de la vidéo. Le sponsor nous a appelé pour nous dire supprimez la sponsor. Ça veut dire qu'à la fois, je ne gagne rien sur le fait que tu as investi dans un studio, tout, mais la vidéo est démonétisée. Mais en plus, le sponsor te dit non, c'est bon. Bon. Je sais pas par quel miracle, au final, cette vidéo a réussi à faire 285 000 vues. Ça veut dire que vous m'aimez beaucoup. Mais globalement, c'est pour vous expliquer sur les petites anecdotes autour des sponsors, on pourra en faire 10 000. C'est un truc totalement aléatoire, souvent très chronophage, et que le fait, parfois, d'être qui je suis, d'avoir les positions qui sont les miennes, et j'espère, même si je peux pas tout réussir, je peux être maladroit, que vous voyez quand même que chez moi il y a ce truc où j'ai encore envie d'évoluer, j'écoute encore les albums, enfin, je brille encore de plein de choses que j'ai envie de faire et de réaliser sur internet et d'ailleurs dans ma vie personnelle aussi. Donc et ça me fait plaisir d'ailleurs parce que quand j'étais petit je pensais qu'à cet âge je serais déjà mort. Donc non, la vie continue après 30 ans et même quand tu arrives aux 35 ans. Mais donc du coup c'est aussi pour ces raisons-là que j'ai besoin de vous, que je pense d'ailleurs que nous avons besoin de nous. C'est pour ça que j'ai établi que globalement une base sur cette cagnotte de 30 000 euros. Je me suis dit que ces 30 000 euros nous permettraient de se produire sereinement 48 vidéos tous les dimanches. C'est-à-dire que au moins sur cette base-là, c'est comme si au lieu qu'on ait un sponsor qui vient à chaque minute de vidéo, on a ça. Pas au lieu, enfin, peut-être qu'on pourra avoir un sponsor. Mais on a cette somme précise qui me permettrait de pallier les coûts, de travailler avec les personnes là de façon sereine et de ne pas me dire que si la vidéo n'est pas monétisée, s'il y a une coupure pub par-ci, s'il y a ceci, en fait, ça ne sera pas rentable parce que ce n'est pas vivable pour moi et ça ne me permet plus non seulement d'être épanoui dans ce que je fais, mais aussi de visualiser d'autres choses sur YouTube. Moi, mon envie de folie, c'est de faire des documentaires sur la même, enfin, ça se voit tellement, je pense que ça se voit de fou, de produire plus de Ground Zero. J'ai une vidéo précise que j'ai envie de faire sur un groupe des années 90 que je ne peux pas faire parce que ça demande des moyens de les faire. Donc en fait, déjà cette somme-là, je pense qu'on peut y arriver. Je pense vraiment que vu qu'on est là tous les dimanches, on pourrait, si quasiment nous tous on donne 5 euros, dites-vous aussi que vous regardez Netflix tous les dimanches et que 5 euros c'est quasiment pour un an, ou 10 euros, enfin. Pour être clair, ce que je vous propose c'est un partenariat, d'être les co-sponsors de la chaîne déjà pour nos dimanches, c'est-à-dire que pour qu'on se retrouve le dimanche, j'ai essayé d'évaluer les coûts sur ce que ça pourrait coûter d'avoir une sorte de stabilité pendant un an. Ce qu'on va cotiser là, les 30 000 euros, ce serait pour un an de tous les vidéos du dimanche. Et après, je pense, et ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis le début de la chaîne, c'est rajouter un format le mercredi ou le jeudi d'analyse de nouveaux albums. Et ça, c'est une obsession pour moi depuis 2019, de pouvoir analyser les albums qui sortent. Ou alors analyser les albums, parce qu'on analyse les carrières. Mais vous voyez, avoir fait la vidéo sur l'album de Rosalia, j'étais heureux de le faire. J'aimerais beaucoup faire une analyse sur l'album de Kanye, Bully. J'aimerais beaucoup faire une analyse sur l'album de Rai. En fait, j'ai moins le temps, et moins du coup, parce que le temps c'est de l'argent, de pouvoir faire des analyses d'albums longues où on décrypte et tout. Et moi j'adore ça. Et je sais pas si vous aimez ça autant que moi. Je kiffe. Enfin, je crois que vous le voyez quand je décortique les chansons, les bruits, les machins. Voilà, j'adore ça. Il faut prendre 45 minutes et on revient juste sur un album. Je suis sur BTS, je voulais en parler, même si je pense que pour eux ce serait plus sur une analyse entre la carrière et le dernier album. Mais en fait, décortiquer comme ça la musique, enfin, je pense que c'est un format qui me manque, en tout cas que j'aimerais intégrer dans les formats au-delà des dimanches. Donc du coup, je mise sur le fait qu'on puisse arriver progressivement à 5 ou à 6 vidéos par mois si on réussit à atteindre l'objectif. Pour moi, et je pense vraiment que si toutes les personnes qui sont sur cette chaîne donnent 1 euro, on dépasse notre objectif et on peut produire la fameuse émission que j'ai toujours eu envie de produire qui s'appelle Music Classology, parce que je pense que c'est nous qui devons le faire, c'est pas la télé, c'est nous. Et Music Classology, c'est parce que mon premier blog qui a d'aujourd'hui 20 ans, c'est ouf, ça s'appelait Music Class et le sous-titre de ce blog c'était Music Classology en référence au fameux album de Prince qui s'appelle Musicology. Et il y a plein de vidéos que j'ai pas fait sur cette chaîne, plein d'artistes que j'ai pas touché et que j'adore et que vous savez que j'adore, et des fois vous allez vous dire mais pourquoi il a pas parlé de tel? Parce qu'en fait j'ai envie de le faire dans un cadre qui serait éternel, c'est-à-dire que j'ai envie que ce soit aussi beau que la musique que ces gens ont porté en fait. Donc du coup ce format là est un format qui me tient à cœur, qui se rapproche peut-être un peu plus du documentaire,
et qui arrivera en fonction de comment on pourra gérer le sponsoring que je vous propose cette année sur Music Feelings. En résumé, nos dimanches seront assurés avec potentiellement 2 nouvelles vidéos par mois, les Ground Zero. Et si on réussit à avoir plus d'apports, ben en fait, vous aurez très certainement des émissions musicales avec le fameux rappel de mon premier blog qui s'appelait donc Music Classology. J'ai vu que beaucoup d'entre vous me proposaient aussi de passer sur Patreon. Tous les abonnés qui payent, parce qu'il y en a déjà pas mal qui payent, alors que les contenus est disponible à tout le monde. Il y a des gens qui se sont dit d'eux-mêmes, je vais payer, je vais le soutenir, donc déjà je leur dis merci. Mais en fait, j'ai vu que beaucoup me proposaient de passer sur Patreon. Patreon, ça voudrait dire que le contenu ne serait plus sur YouTube, ce qui n'est pas gênant si ça rapporte de l'argent. Les personnes qui payent auront accès aux vidéos uniquement sur Patreon. Et effectivement, Patreon proposant des abonnements à 10 €, 15 €, ça peut être beaucoup plus rentable et beaucoup plus facile. Si j'ai 1000 personnes sur Patreon, c'est bon, j'ai même plus besoin de YouTube. Je vous avoue que c'est tentant, mais ma problématique avec ça, même si peut-être que si on n'y arrive pas, et je suis honnête avec vous, hein, j'ai pas d'ego, machin, donc si on n'y arrive pas, je me dirais qu'on passera sur Patreon. Mais ma problématique avec ça, c'est que je le ferai peut-être à contre-cœur. Pourquoi? Parce que j'aime la culture. Oui, je vois qu'il y a des youtubeurs qui copient mes vidéos, enfin, il y a tout ça, je vois qu'il y a des, voilà. Mais j'aime profondément la culture. Je me dis toujours que, vous voyez, je suis qui je suis parce que j'ai grugé, en fait. J'ai écouté tellement d'albums en téléchargeant illégalement, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu accès à plein de choses et je me suis battu pour les avoir. J'ai un cerveau, donc du coup, j'ai compilé, j'ai agrégé et tout, mais j'ai beaucoup de mal à me dire, pour le moment, en tout cas, que je posterai du contenu juste pour des gens qui ont payé. Oui, je pense à moi, à l'époque, je me dis que j'étais pauvre, je suis pauvre, sinon je serais pas en train de faire la vidéo. Mais, en gros, ce que je veux dire, c'est que j'étais vraiment pauvre quand j'étais petit. Et donc, s'il y avait eu que l'argent pour que j'écoute Brandy, Usher, s'il y avait que l'argent, mais en fait, j'aurais jamais pu le faire, en fait, ça m'aurait pas sauvé. Sauf que ça m'a sauvé parce que j'ai pu gruger et que Internet est disponible. Donc du coup, je vous propose qu'on collabore ensemble pour que tout le monde puisse avoir accès, parce que ça ne me semble pas la meilleure solution, mais effectivement, ce serait notre seconde option, proposer des vidéos uniquement sur cette plateforme-là, parce que YouTube devient, franchement, je le dis, je n'aurais pas fait ces vidéos si ce n'était pas à ce point-là, parce que si vous regardez bien ces vidéos, le simple fait que j'ai autant démonétisé, je suis passé autant sur de l'argent, vous prouve que c'est pas mon moteur premier. Mais si je vous le dis, c'est que j'ai envie d'évoluer, je travaille avec 2 autres personnes, je vais encore très certainement besoin d'élargir l'équipe, et dans les conditions actuelles, ça ne me permet pas à la fois de le faire ça, de proposer des documentaires que j'ai envie de proposer, et d'être serein avec vous tous les dimanches sur YouTube. Ce n'est juste plus possible de vous proposer du contenu 1 heure, machin, de ne rien gagner dessus, et derrière aussi, d'être, ouais, vous avez compris la spirale. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Que le message aura été entendu par la plupart d'entre vous. Il faut sauver nos dimanches. Voilà, c'est le slogan. Il faut sauver nos dimanches. Non à la censure. Et donc, merci à vous d'avoir été là depuis si longtemps. J'espère que c'est une étape dans notre parcours. Et je vous retrouve avec peut-être plaisir, du coup. C'est bizarre, on ne dit pas peut-être d'habitude. Mais j'essaie de vous retrouver très vite. Merci à toutes les personnes qui vont participer. Encore une fois, le lien pour la plateforme est en bio. Et je tiens à vous dire que, en vrai, on dramatise, mais si chacun d'entre nous qui venons là le dimanche, on est environ 100 000 environ le dimanche. Si on est là 100 000 tous les dimanches et que nous tous on met 1 €, on explose notre compteur. Mais en tout cas, vous avez les cartes en main. Je vous ai dit avec honnêteté tout ce qui se passait en amont, en après, et peut-être même plus que ce qu'il en fallait. J'espère que ça n'a pas fait trop ouin ouin. Et on se retrouve dans le lien de la cagnotte.